Le nouveau jeu de Supermassive Games, studio notamment à l'origine d'Until Dawn et l'anthologie horrifique The Dark Pictures, que j'affectionne, vient de sortir The Quarry, nouveau jeu vidéo narratif à choix multiples, où vous faites évoluer votre aventure d'horreur en fonction des choix que vous faites, souvent dans l'urgence du moment, et je souhaitais vous en parler parce que j'ai trouvé son écriture intéressante, elle joue, sans mauvais jeu de mots, avec nous. Ce type de jeu ne correspond pas à tout le monde, il est peu permissif au niveau du gameplay, on est littéralement pris par la main, et c'est un peu comme un film interactif, alors assurez-vous d'aimer le genre avant de vous lancer. Moi j'ai terminé le jeu qui offre plusieurs fins et qui vous révèle à chaque partie des facettes de son histoire pour mieux la comprendre, et je vous propose d'explorer ensemble l'histoire du jeu et surtout ses inspirations. La première partie de la vidéo sera sans spoilers, mais il est évident qu'on va spoiler des éléments clés du jeu dans la partie 2, donc si vous ne voulez pas vous gâcher le plaisir, je vous conseille de regarder la seconde moitié une fois que vous souhaitez en apprendre plus, parce que, à mon sens, la véritable histoire de The Quarry n'est pas celle qu'elle prétend être. Alors, The Quarry, c'est l'histoire de plusieurs moniteurs qui se retrouvent au camp d'été d'Hackett's Quarry et qui, au moment de repartir à la fin de la saison, sont contraints de rester un jour de plus à cause d'une histoire d'amour unilatérale, ce qui va les entraîner dans une nuit d'horreur absolue où chacun va risquer sa vie. Il est globalement plus accessible que les autres jeux du studio, les QTE sont assez simples comparés aux autres jeux, mais l'erreur elle est très punitive. Je recommande de ne pas y jouer seul, parce que le jeu est conçu pour des soirées à plusieurs où chacun choisit son personnage et prend ses propres décisions, quitte à ce qu'elles n'aillent pas dans le sens du groupe. Alors honnêtement, j'ai eu vraiment peur sur les premiers chapitres, les personnages sont stéréotypés, bien tête à claque, dès que le danger est apparent et qu'une créature leur court après, ils pensent tous que c'est un ours. Si, c'est un vrai fusil, mais on l'a pris pour les ours. En fait, on l'a trouvé dans la réserve. C'est un ours? De grandes griffes et des dents au-dessus de moi. Je crois que c'était un ours. Toute la mise en place repose sur les amourettes estivales des moniteurs, avec des dialogues souvent en décalage avec la situation. Et il y a eu un accident horrible, une attaque terrible, il se passe des trucs très graves. Non, vraiment, hein, on a besoin d'aide. Il y a un essaim d'ours et ils sont vraiment partout et... J'ai vraiment eu peur pour la suite parce que c'est ça qui m'avait dérangé dans leur précédent jeu, House of Ashes, qui était super d'un point de vue lore, mais qui m'avait gêné sur la construction des personnages. Dans une interview d'IGN, le directeur créatif du jeu, Will Boyles, cite les inspirations pour The Quarry, et effectivement, l'équipe voulait faire un récit de teen horror, avec pour inspiration principale la franchise d'horreur anglaise des années 90 Sleepaway Camp. Supermassive Games étant un studio anglais, on imagine qu'ils ont puisé dans l'imaginaire cinématographique anglais. Will Boyles cite aussi Fear Street pour l'ambiance, le côté petits jeunes réunis face à l'horreur, et le mélange d'époques. Heureusement, ils prennent de la nuance ces personnages à mesure que l'histoire avance, et ils ne sont pas juste ce qu'on nous montre au début. En fait, je me suis vite rendu compte que le jeu jouait littéralement avec nous, y compris pour ses inspirations. On est plongé dans une série B, cela se vérifie à l'écriture, les développeurs s'amusent avec notre culture du genre et nos attentes, Evil Dead est explicitement cité dès le début, mais on pense aussi à Cabin in the Woods pour le côté ado archétypaux dans une cabane au milieu de la forêt, mais qui découvrent qu'il y a autre chose et qu'ils sont surveillés, ou encore Délivrance pour cette famille étrange et armée qui semble peut-être au début vouloir les chasser. Sans oublier le grand classique à la Blair Witch pour cette histoire de sorcière de Hackett's Quarry, intitulée La folle de Hackett's Quarry en VF, qui hanterait les environs. Tu connais pas la folle de Hackett's Quarry? Sinon, je demanderais pas à des Bill. Parle-lui de la folle de Hackett's Quarry. Je crois pas qu'elle ait envie de connaître la folle de Hackett's Quarry. Est-ce qu'on peut arrêter de dire la folle de Hackett's Quarry? Cela se voit aussi dans les menus avec cette esthétique qui renvoie au cinéma bis d'exploitation. Toute la mise en place, dialogue inclus, nous plonge dans un récit qui sent le bis. Et c'est pour ça que, vraiment, je vous recommande de ne pas y jouer seul. C'est fait pour être une expérience qui appelle principalement à l'émotion, en se moquant des personnages ou en rigolant avec d'autres personnes, ou bien justement en ayant peur à cause de choix pris dans une situation urgente. L'autre aspect du jeu que j'ai particulièrement apprécié, ce sont les autres humains avec nos petits moniteurs, la famille Hackett, mention spéciale à Travis qui est charismatique et qui se révèle très touchant. On apprend à les comprendre et on finit par comprendre la véritable menace du jeu, justement. Parce que oui, on se demande longtemps quelle est cette menace. Est-ce qu'ils vont répéter la même recette qu'Until Dawn? Est-ce que le running gag de l'ours aura une fin? Et quelle histoire se cache véritablement derrière The Quarry? On rentre dans la partie de la vidéo qui spoil allègrement, je pars donc du principe que si vous regardez la suite, vous êtes averti et volontaire. Alors je n'avais vu aucun trailer avant de jouer, ce que je recommande pour les jeux narratifs, je ne savais absolument pas de quoi allait parler le jeu. Pour vous contextualiser un peu ma run, au début tout se passait bien, et sur les derniers chapitres, c'est vraiment devenu chaotique, j'ai fait des mauvais choix, et puis dégringolade, je n'ai eu que 2 survivants sains, Dylan et Emma,
plusieurs infectés et beaucoup de morts. Mention spéciale à la mort de mon premier personnage, bien choquante. C'est là qu'on a la confirmation de la menace à laquelle on fait face, qui est pourtant annoncée dès le prologue avec le cadrage et les gros plans multiples de pleine lune. Des loups-garous, mais pas seulement. D'ailleurs, je sais pas vous, mais moi je trouve que le design des loups-garous revisités est super convaincant, notamment au niveau du regard, qui en font des créatures terrifiantes. Dans The Quarry, on a des loups-garous, une histoire de malédiction, de la sorcellerie dite gitane et même des fantômes. Au cours de l'aventure, les moniteurs comprennent à différents degrés ce qui se passe et c'est un élément clé de la narration. Souvent, le spectateur sait avant le personnage ce qui les attend et en fonction des choix qu'on fait, un personnage va être soit totalement au courant de ce qu'il se passe, soit complètement ignorant et donc très vulnérable. C'est un artifice intéressant pour le gameplay puisque si on veut sauver tout le monde, on va forcément s'en faire pour le petit jeune qui se promène innocemment dans les bois en caleçon. Et cette histoire, parlons-en. Les méchants ne sont pas vraiment méchants, ils essaient simplement de protéger le reste du monde de leur malédiction, à savoir qu'ils se transforment en loups-garous sanguinaires chaque nuit de pleine lune et attaquent tout le monde à vue. Sauf ceux recouverts de sang de loup-garou, ce qui fait office de camouflage. Si jamais les loups-garous mordent quelqu'un d'autre, alors les victimes se transformeront à leur tour en loups-garous, et ainsi de suite. Toute l'histoire est liée à Hackett's Quarry, ce qui signifie littéralement la carrière des Hackett, car l'endroit était une carrière avant d'être transformé en camp d'été. Les différents éléments collectés dans le jeu nous révèlent le lore. Hackett's Quarry est un grand camping d'été fondé par la famille Hackett et exploité et entretenu par le propriétaire actuel, Chris Hackett. Le camp a vu le jour grâce à l'ancêtre des Hackett, Septimus. Autrefois, l'endroit était une carrière exploitée par Septimus justement. Il a ensuite décidé d'inonder l'endroit pour le transformer en lac, le lac Septimus qui porte son nom. Hackett's Quarry a été fondé en 1953, plus précisément, et dans le nord de l'état de New York. On sait que ça se trouve près de Hackett Woods et de la ville de Northkill, qui sont des endroits fictifs. Un jour, Eliza Voorhees, est-ce que vous voyez le clin d'œil évident à la famille Voorhees et notamment Jason Voorhees ou encore Pamela dans la saga Vendredi 13 ? Bref, un jour, Eliza, artiste itinérante, pose son Harum Scarum Freak Show, son cirque itinérant, à Hackett's Quarry. Lors d'une représentation, les enfants Hackett veulent libérer Silas, le fils d'Eliza, qui est en cage pour les besoins de la performance. Ils ne se rendent pas compte que ça fait partie du spectacle et lancent un incendie pour faire diversion, pensant que cela arrêterait le spectacle et permettrait à Silas d'être libéré. Malheureusement, le feu devient hors de contrôle, de nombreuses personnes meurent, dont l'ancien shérif Hackett, et c'est pour ça que Travis devient shérif par la suite. Silas s'enfuit, la famille Hackett est attaquée par Silas qui est en réalité un loup-garou, et ils sont contaminés à leur tour. À partir de l'incendie d'Harum Scarum, Silas erre dans les environs, il est le loup blanc, le loup-garou originel responsable de la malédiction des Hackett. Eliza est la folle de Hackett's Quarry, et petit point traduction d'ailleurs, en VO elle s'appelle The Hag of Hackett's Quarry, et il y a plusieurs traductions à Hag, mais c'est communément une vieille dame ou une vieille sorcière. Dans le sens du jeu, elle peut tout aussi bien s'appeler la sorcière de Hackett's Quarry donc, et d'un seul coup, son surnom et sa légende ont beaucoup plus de sens. Elle veut se venger des Hackett, qu'elle tient pour responsables de la disparition de son fils Silas. Elle veut aussi les éliminer pour protéger son fils, puisque les Hackett veulent tuer Silas afin de lever la malédiction. Eliza est aussi considérée comme une sorcière, une revenante, dont on entend la voix à plusieurs reprises dans le jeu, qu'on aperçoit même furtivement à plusieurs moments, et même une fois chez les Hackett. Je l'ai aperçu au cours de ma run. C'est là qu'on commence à comprendre que le jeu n'est pas aussi stéréotypé que ce que son début laisse croire, parce qu'on pense d'abord que, de manière cliché, Eliza, gitane, aurait lancé une malédiction sur la Hackett pour se venger d'eux, alors qu'en réalité, c'est une suite de mésaventures et de mauvais choix qui a provoqué la situation. Les enfants Hackett pensent bien agir en libérant Silas, ils provoquent un incendie qui tue des innocents, libèrent Silas qui les mord et les transforme, Eliza, désespérée, cherche son fils, alors que les Hackett le chassent chaque nuit de pleine lune pour le tuer et lever leur malédiction. Entre-temps, ils s'enferment dans des cages électrifiées pour ne pas être un danger pour les autres, même si une lettre de Kaylee adressée à sa grand-mère nous apprend que les enfants en ont assez de se cacher et souhaitent tout révéler au grand jour. Ensuite, nos moniteurs débarquent et à leur tour, ils se retrouvent embarqués là-dedans à cause d'une suite de mésaventures et de mauvais choix. Ils n'écoutent pas les avertissements de la famille qui veut juste éviter le reste du monde pour ne pas leur faire de mal, et les vrais méchants, ce sont presque nos personnages au final. Le jeu m'a beaucoup fait penser au récent film Hate for Silver sorti en 2021, avec lequel il partage beaucoup de points communs autour de cette histoire de malédiction. Je vous le recommande si vous avez apprécié la toile de fond de The Quarry autour de l'histoire familiale des Hackett et ce rapport au loup-garou. Cependant, il reste des questions en suspens autour de Silas et surtout Eliza.
La narratrice, Elisa, entre chaque chapitre, elle nous conseille et nous fait la lecture des cartes de tarot que nous avons trouvées afin d'entrevoir un futur potentiel. La narratrice, c'est encore une fois la folle de Hackett's Quarry, la sorcière que tout le monde craint. Cela veut dire que les bonnes fins ou le bon déroulement du jeu ne se fait qu'à son appréciation, les événements ne sont jugés que de son point de vue entre les chapitres, sauf que le jeu passe son temps à nous dire que les apparences sont trompeuses. Mais alors, Elisa, c'est une fausse alliée, elle n'est pas là pour sauver vos personnages, elle est juste là pour vous aider à survivre afin que vous agissiez comme elle le souhaite. Elle veut sa vengeance, elle veut que vous tuiez tous les Hackett jusqu'au dernier. La meilleure fin, de son point de vue, c'est si vous tuez la famille sans chasser Silas. Dans ce cas, elle est heureuse et elle vous remercie, mais elle ne vous menace pas, alors que dans beaucoup d'autres fins, elle est agressive et elle vous dit de ne jamais remettre les pieds à Hackett's Quarry, sinon elle vous hantera, alors qu'en apparence, on a sauvé nos personnages et on s'en sort normalement pas trop mal. La vérité lui importe peu, y compris concernant le sort de vos personnages, elle veut juste sa revanche contre les Hackett et protéger son fils Silas. En ce sens, la narratrice de The Quarry est le véritable ennemi des joueurs. Cependant, les motivations d'Elisa sont valables et n'en font pas une méchante pour autant. Tout dépend du point de vue que vous décidez d'avoir sur cette histoire, encore une fois, les apparences sont trompeuses. Notre perception des événements est une thématique omniprésente dans le jeu. Le personnage d'Emma est caractérisé comme étant une influenceuse, Ryan est un auditeur fidèle du podcast fictif d'enquêteurs du paranormal Bizarre Yet Bonafide qui nous donne plein d'infos sur les événements étranges qui se passent autour d'Hackett's Quarry, et qui répand d'ailleurs la légende urbaine autour de la folle d'Hackett's Quarry. Tout au long du jeu, on s'adresse à des spectateurs à travers le personnage d'Emma qui vlog, mais aussi avec Ryan qui mentionne tout le temps ce podcast. Ce même podcast qui clôt d'ailleurs le jeu, puisque des détails cruciaux pour comprendre l'intrigue sont liés entre eux dans une émission du podcast qui sert d'épilogue pendant les crédits de fin. Pendant tout le jeu, on pense que ces preuves, à la fin, on va les donner à des policiers, et pas du tout, parce qu'en fait, plus on a collecté de preuves, plus les enquêteurs du paranormal vont croire aux événements de The Quarry, et inversement. Les juges, en définitive, de cette histoire, ce sont les enquêteurs du paranormal qui font un podcast fictif, sur évidemment un récit fictif, mais qui finit par se confondre avec la réalité, tant l'histoire du jeu joue avec le concept de méta. Vous prenez tout ça, plus les codes du jeu, et The Quarry, c'est un récit conscient de ses propres clichés, donc qui s'amuse des codes que le joueur connaît pour le plonger dans une histoire qui joue avec les notions de fiction et réalité. Ça se vérifie d'ailleurs d'autant plus au casting, parce qu'on retrouve des figures connues du cinéma d'horreur. Et cette idée de jeu entre fiction et réalité n'est pas là par hasard, puisque avant la sortie de The Quarry, 5 podcasts de l'émission paranormale sont sortis à plusieurs semaines d'intervalle entre mars et juin 2022, autour d'événements étranges et supposément surnaturels aux environs d'Hackett's Quarry, dont le point de départ est la disparition mystérieuse de randonneurs et d'un corps qui aurait été aperçu par une bande de 6 adolescents. Grace et Hampton, les personnages fictifs du podcast, mènent alors l'enquête et finissent par se rendre à Hackett's Quarry. On retrouve des références à leur enquête au cours du jeu d'ailleurs, à travers les preuves qu'on ramasse. Ces podcasts sont essentiels pour comprendre davantage les événements du jeu, car quand nous arrivons au camp au début, tout ce dont on vient de parler a déjà eu lieu dans le lore de The Quarry. Toute la zone est un endroit entouré de légendes urbaines en tout genre, et derrière ces légendes se cache une réalité terrifiante et monstrueuse avec cette histoire de loup-garou. En sachant tout ça, en fait, même une fois que le joueur a terminé The Quarry, il se met un peu dans la peau d'un enquêteur, on va dire, du paranormal. Il se met un peu dans la peau de tous les personnages du jeu. Il doit mener sa propre enquête pour comprendre la vraie histoire qui se cache derrière le jeu, et il va le faire non seulement en recollant les morceaux avec les différentes preuves du jeu, mais aussi en allant au-delà du jeu en utilisant internet et ses podcasts fictifs disponibles pour en apprendre plus sur l'histoire de ce jeu. On est vraiment dans un récit transmédia. Fait intéressant, un dernier épisode du podcast est à paraître au moment où je tourne cette vidéo, et il s'intitulera La sorcière de Hackett's Quarry. Cela nous mène à la conclusion, et l'ultime question: qui est vraiment Elisa? Est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que le fait que son fils Silas se transforme en loup-garou, c'est une malédiction qu'elle a provoquée, à cause d'un sortilège par exemple? Il reste des questions en suspens à propos de sa véritable nature, et je suis curieux d'avoir vos théories sur qui elle est vraiment, peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. En tout cas, le jeu intègre de nouveaux dispositifs narratifs pour essayer de parler aussi bien à un nouveau public plus large qu'aux habitués du genre. Et cette volonté de s'ouvrir apporte aussi selon moi les points faibles du jeu. Des personnages et des dialogues qui nous donnent envie de s'ouvrir
essoufflé au début, un départ un peu long, et j'ai fini par accepter ce parti pris, mais les hommages au genre ne justifient pas tout, et ce côté très adolescent risque de déplaire à pas mal de joueurs non avertis. Notamment quand, alors que la situation est dramatique, un énième dialogue humoristique absolument lunaire vient désamorcer l'urgence pour surfer sur les codes de la teen horror. Et tu fais des blagues pourries. Je l'aurais pas dit comme ça, mais... Ah. Bon ben, c'était probablement juste un ours qui voulait se défendre, pas Attends, vrai? joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours. Et on reste quand même, je trouve, dans une narration moins surprenante que House of Ashes par exemple, ou même Little Hope, dont les retournements narratifs offraient un lore profond malgré une mise en scène perfectible. Mais si vous avez aimé les précédents jeux du studio, bon bah c'est dans la même veine, hein. Je suis fan de jeux narratifs depuis tout petit, donc je trouve ça bien que des studios se spécialisent dans ce type de jeux vidéo, d'autant plus quand ils touchent à l'horreur, au thriller ou au fantastique. On sent qu'avec The Quarry, il y a une vraie volonté de toucher un public plus large et probablement plus jeune au vu des thématiques et des personnages. Je voulais en parler en vidéo parce que je trouve ça important que ce type de jeu continue de sortir et d'exister, même s'il n'est pas sans défaut. Et puis surtout, ça n'est pas non plus juste un énième jeu cliché, mais plutôt un jeu conscient de ce qu'il propose et qui en joue volontairement. J'attends de voir la conclusion de cette histoire parce que selon moi, le point final n'est pas encore posé. Et si vous avez relevé d'autres détails ou secrets autour du lore, n'hésitez pas à les partager. Pour aller plus loin sur le méta et l'horreur, je vous renvoie vers l'excellent podcast de Inspiré de faits réels qui a justement consacré un épisode tout récemment.